À 10h15 du matin, le 4 août 1943, le capitaine Thomas Maguire était assis dans le cockpit de son P-38 Lightning, observant un point argenté dans le ciel qu'il détestait plus que la malaria. Il se trouvait à 25 000 pieds, au-dessus des jungles verdoyantes et putrides de Nouvelle-Guinée, flottant dans l'air glacial et raréfié de la stratosphère. Ses moteurs hurlaient, les aiguillas de ses cadrans étaient enfoncés dans le jaune, et toute la cellule tremblait comme un chien mouillé. Mais le point argenté rapetissait. Il s'éloignait de lui, grimpant plus haut, se déplaçant avec une grâce sans effort qui donnait à Maguire envie de frapper son tableau de bord. Le point était un Mitsubishi Ki-46, connu des Alliés sous le nom de Dina. C'était le plus remarquable avion de reconnaissance que l'Empire japonais ait jamais construit. Il n'était pas conçu pour combattre, il était conçu pour fuir. Il était élancé, aérodynamique et rapide. Construit pour voler à 35 000 pieds, là où l'air était si raréfié que la plupart des chasseurs américains décrochaient et tombaient hors du ciel comme des briques. Pendant des mois, le Dinas avait été le fantôme du Pacifique. Il apparaissait au-dessus des aérodromes alliés chaque matin à exactement la même heure, prenant des photographies, cartographiant les lignes d'approvisionnement et comptant les bombardiers. Les pilotes japonais savaient qu'ils étaient intouchables. Ils volaient en ligne droite et arrogante, narguant les Américains qui griffaient l'altitude en dessous d'eux. Les moteurs surchauffaient, essayant désespérément de combler l'écart avant que la gravité ne reprenne le dessus. Maguire poussa sa manette des gaz en avant, forçant les leviers au-delà du cran d'arrêt, suppliant les deux moteurs Allison de lui donner plus de puissance. Il sentit la poussée, mais ensuite il sentit l'inévitable vibration. Les turbocompresseurs suffoquaient. La jauge de pression d'admission oscillait juste à la ligne rouge, 44 pouces de mercure. Le manuel disait que s'il dépassait 44, les culasses exploseraient. Le manuel disait que les pistons fondraient en scories. Le manuel disait que le moteur se transformerait en grenade. Alors les régulateurs automatiques se déclenchèrent, évacuant la pression, étranglant le moteur pour le sauver de lui-même. Le P-38 bondit, puis fléchit. Le nez piqua. Le Dina poursuivit sa route sans être inquiété, disparaissant dans la brume blanche de l'horizon. Maguire inclina son lourd chasseur à gauche et entama la longue et humiliante descente vers la boue de l'aérodrome de Marilyn. Ce n'était pas simplement une interception ratée, c'était un rituel quotidien d'humiliation. Les pilotes américains pilotaient maintenant l'avion de chasse le plus avancé du monde, un monstre bimoteur équipé de 4 mitrailleuses de calibre 50 et d'un canon de 20 mm dans le nez. Il était censé être le roi du ciel, mais face aux dîners de haute altitude, c'était une voiture de sport essayant de rattraper un vaisseau spatial. Les Japonais le savaient, les Américains le savaient, et les mécaniciens au sol qui passaient leur nuit à colmater les trous de balles dans des avions trop lents pour esquiver le savaient mieux que quiconque. Quand Maguire roula jusqu'à son alvéole, la chaleur de la jungle le frappa comme un coup physique. La Nouvelle-Guinée n'était pas simplement chaude, c'était un bain de vapeur. L'humidité pourrissait les bottes en cuir en une semaine et faisait pousser de la moisissure sur les lentilles en verre du jour au lendemain. Le sergent-chef Frank Papi Miller attendait près de la cale de roue, un chiffon à la main et un air de résignation sur son visage strié de graisse. Il n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Il pouvait l'entendre dans la façon dont les moteurs se contractaient en refroidissant, le métal se stabilisant après avoir été poussé à la limite. Il pouvait le voir dans la façon dont Maguire jeta son casque sur l'aile. Le Dina s'était encore échappé. Miller grimpa sur l'aile, essuyant une traînée de liquide hydraulique du capot. Il regarda le massif turbocompresseur monté sur la poutre, derrière le moteur. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, une turbine entraînée par les gaz d'échappement chauds qui poussaient de l'air comprimé dans le moteur, lui permettant de respirer en haute altitude. En théorie, cela donnait au P-38 une puissance illimitée. En pratique, il était muselé. Les ingénieurs de l'armée de l'air à Wright Field avaient décidé que 44 pouces de pression d'admission étaient la limite de sécurité. Ils avaient installé un régulateur de soupape de décharge, une nounou mécanique qui ouvrait automatiquement une valve pour évacuer la pression excédentaire si le pilote devenait trop agressif.
C'était un dispositif de sécurité conçu pour faire durer les moteurs des centaines d'heures, mais le sergent Miller ne se souciait pas de la longévité des moteurs, il se souciait de la longévité des pilotes. Il avait regardé de bons hommes décoller et revenir frustrés, ou pire, ne pas revenir du tout parce qu'ils ne pouvaient pas grimper assez vite pour échapper à un piège. Il savait que la limite de 44 pouces était un chiffre de temps de paix. C'était un chiffre calculé par des hommes en blouse blanche assis dans des bureaux climatisés dans l'Ohio. Ce n'était pas un chiffre calculé pour un combat aérien à 30 000 pieds au-dessus d'une jungle où l'ennemi détenait tous les atouts. Miller tapota la peau d'aluminium brûlante de la nacelle. Il regarda la valve du régulateur. Ce n'était qu'un ressort et un levier. C'était un simple dispositif mécanique qui se dressait entre son pilote et la victoire. Cette nuit-là, la jungle s'anima avec le bruit des insectes et le grondement lointain du tonnerre. Les officiers étaient tôt dans leur tente, rédigeant des rapports et buvant de la bière tiède, se plaignant du DINA. Mais sur la ligne de vol, les lumières étaient encore allumées. Le sergent Miller et un petit groupe de chefs d'équipe étaient rassemblés autour du moteur gauche du Lightning de Maguire. Ils n'effectuaient pas un entretien standard. Ils commettaient un sabotage. Du moins, c'est ce que le manuel technique aurait appelé cela. Ils avaient retiré les panneaux de capot exposant la plomberie complexe du système de turbocompresseur. Miller tenait une clé dans une main et un morceau de fil de sécurité à gros calibre dans l'autre. Il ne regardait pas le manuel. Il avait jeté le manuel à la poubelle 3 semaines plus tôt. Il regardait la tringlerie de la soupape de décharge. Le régulateur fonctionnait en détectant la pression et en ouvrant la soupape pour évacuer la puissance quand elle devenait trop élevée. Le plan de Miller était simple et terrifiant. Il allait verrouiller mécaniquement la soupape. Il allait contourner entièrement le régulateur. Il expliqua la physique aux autres mécaniciens d'une voix basse et rauque. S'il resserrait le ressort et bloquait à la soupape avec du fil de fer, le pilote aurait le contrôle manuel de la pression. Il n'y aurait pas de filet de sécurité. Il n'y aurait pas d'évacuation automatique. Si Maguire poussait la manette des gaz en avant, le turbo continuerait simplement à tourner de plus en plus vite. La pression ne s'arrêterait pas à 44 pouces. Elle monterait à 50, 60, peut-être 70. Elle forcerait tellement d'air et de carburant dans les cylindres que le moteur produirait presque le double de sa puissance nominale. Cela transformerait le P-38 en fusée. Mais il y avait un piège, et de taille. Si le pilote maintenait cette puissance pendant plus de quelques minutes, ou s'il ne surveillait pas ses jauges de température comme un faucon, le moteur ne ferait pas que surchauffer, il détonnerait. Les culasses se sépareraient du bloc et traverseraient le capot moteur comme des boulets de canon. Les jeunes mécaniciens avaient l'air nerveux, ils étaient formés pour suivre les ordres. Ils étaient formés à considérer la ligne rouge sur la jauge comme la parole de Dieu. La franchir signifiait le conseil de guerre. Miller les regarda, les jointures blanches, à force de serrer la clé. Il leur dit que le DINA serait de retour demain à 10 heures. Il leur dit que les zéros attendaient dans le soleil. Il leur dit qu'un moteur peut être remplacé, mais qu'un pilote ne le peut pas. Il leur demanda s'ils voulaient écrire une autre lettre à une mère dans l'Ohio pour expliquer pourquoi son fils n'était pas rentré. Les hommes cessèrent de s'agiter. Ils prirent leurs outils. Ils se mirent au travail. Ils ajustèrent à l'aide les ressorts de tension sur les soupapes de décharge, les serrant jusqu'à ce que le métal gémisse. Ils utilisèrent des pinces pour torsader le fil de sécurité, verrouillant les régulateurs en position fermée. Ils reroutèrent les câbles de commande, contournant les limiteurs automatiques. C'était un travail grossier. C'était du gonflage de moteur dans sa forme la plus pure. Le genre de modification qu'un adolescent fait sur un taco pour gagner une course de dragster, appliquée à un avion de guerre valant des millions de dollars. Quand ils eurent terminé, les moteurs avaient la même apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'étaient des bombes à retardement d'énergie potentielle. Ils refermèrent les capots, essuyèrent la graisse des rivets et reculèrent. Le soleil se leva le 5 août, apportant la même chaleur suffocante et le même éclat aveuglant. Le capitaine Maguire se dirigea vers son avion, traînant son parachute. Il avait l'air fatigué. Il s'attendait à une autre journée à chasser des fantômes. Le sergent Miller l'accueillit au pied de l'échelle. Il ne salua pas.
Il se pencha simplement vers lui, sa voix un murmure de conspirateur. Il dit au capitaine que l'avion était différent aujourd'hui. Il lui dit que la ligne rouge sur la jauge de pression d'admission n'était désormais qu'une suggestion. Il expliqua que les soupapes de décharge étaient bloquées par du fil de fer. Il l'avertit qu'il disposait d'environ 5 minutes de puissance d'urgence avant que les moteurs ne fondent en aluminium liquide. Mais pendant ces 5 minutes, il aurait assez de puissance pour grimper droit le long d'un mur vertical. Maguire regarda le mécanicien. Il regarda la graisse sous les ongles de Miller. Il réalisa ce que l'homme avait fait. Il avait risqué sa carrière et probablement une peine de prison pour donner à Maguire une chance de se battre. Maguire ne dit rien. Il hocha simplement la tête, un sourire lent et sombre se dessinant sur son visage. Il grimpa dans le cockpit et s'attacha. Il mit les moteurs en marche. Ils démarrèrent avec un rugissement qui semblait plus profond, plus rauque qu'avant. Le ralenti était irrégulier. Les aiguilles sur les cadrans dansaient nerveusement. La bête était lâchée. Maguire roula jusqu'à la piste. Il poussa les manettes des gaz en avant pour le décollage. D'habitude, le P-38 prenait de la vitesse avec grâce. Aujourd'hui, il bondit. L'accélération le plaqua contre son siège. L'aiguille de pression d'admission dépassa 40, puis 44 et continua de grimper. Le sol s'éloigna instantanément. Il était en l'air en 2 fois moins de distance que d'habitude. Il rentra le train d'atterrissage et pointa le nez vers le ciel. Il atteignit 20 000 pieds en un temps record, les moteurs hurlant une note nouvelle et terrifiante. Il se stabilisa et attendit. Il vérifia sa montre. Il était 9h55. Le Dyna était en retard, mais quelque chose d'autre approchait. Très au-dessus de lui, caché dans l'éclat aveuglant du soleil. Le piège était tendu. Le commandant japonais avait repéré le P-38 solitaire patrouillant en dessous. Il fit signe à sa formation. 5 Mitsubishi à 6 M0 s'inclinèrent dans leurs ailes et entamèrent leur piqué. Ils étaient tous les loups et le lourd chasseur américain était le mouton. Il s'attendait à ce que l'Américain essaie de tourner, de perdre son énergie, de devenir une cible lente et lourde. Il ne savait pas que le mouton venait de se faire pousser des crocs. Il ne savait pas que le mécanicien au sol venait de désactiver les lois de la physique. Maguire vit l'éclat du soleil sur une verrière au-dessus de lui. Il ne piqua pas, il ne s'enfuit pas. Il poussa les manettes des gaz à fond et tira le manche dans son ventre. Le test avait commencé. La physique d'un moteur d'avion turbo-compressé est brutale mais simple. Quand un avion monte, l'air se raréfie. Il y a moins d'oxygène à brûler, donc le moteur perd de la puissance. Il commence à suffoquer. Pour remédier à cela, les ingénieurs boulonnèrent une turbine massive à l'arrière du moteur Allison. Ce turbocompresseur tourne à 20 000 tours par minute, aspirant l'air raréfié, le comprimant jusqu'à ce qu'il soit dense et lourd, puis le forçant dans la gorge du moteur. C'est un poumon artificiel qui permet à l'avion de respirer en haute altitude. Mais il y a un danger. Si vous forcez trop d'air dans les cylindres, la pression devient si grande qu'elle fera littéralement sauter les culasses du bloc moteur. C'est comme essayer de gonfler un ballon avec une lance à incendie. Pour prévenir cette catastrophe, les ingénieurs installèrent la soupape de décharge. C'est une soupape de sécurité, une conscience mécanique qui détecte quand la pression devient trop élevée et évacue l'air excédentaire par-dessus bord. Elle protège le moteur, elle maintient le pilote en vie, elle maintient la garantie en vigueur. Mais le sergent-chef Miller avait décidé que la sécurité était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Quand il bloqua les soupapes de décharge avec du fil de fer, il libéra le moteur. Il lui retira sa capacité de dire non. Maintenant, alors que le capitaine Maguire poussait les manettes des gaz en avant à 25 000 pieds, les turbocompresseurs tournaient follement hors de contrôle, forçant une quantité insensée d'air dans les chambres de combustion. La jauge de pression d'admission, qui était censée s'arrêter à 44 pouces, dépassa 50, puis 55, puis 60. La sensation dans le cockpit était terrifiante. Le P-38 ne fit pas qu'accélérer, il convulsa. Toute la cellule frémit alors que les 2 hélices mordaient dans l'air, avec près de 3000 chevaux combinés. On aurait dit que l'avion essayait de se disloquer. La vibration était si intense que les aiguilles du tableau de bord se brouillaient en taches grises.
La chaleur émanant des moteurs irradiait à travers le plancher, cuisant les bottes de Maguire. Il chevauchait une bombe en train d'exploser, mais l'explosion était canalisée en mouvement vers l'avant. Il regarda la jauge de température d'huile commencer à grimper. Il savait qu'il brûlait la vie du moteur, non pas en heures, mais en secondes. Très au-dessus de lui, le pilote du Dyna japonais observait le chasseur américain grimper. Il n'était pas inquiet, il avait vu ce spectacle 100 fois auparavant. Le P-38 était une bête lourde et pataude. Il grimperait abruptement pendant quelques milliers de pieds, puis les lois de la thermodynamique reprendraient le dessus. Les moteurs américains suffoqueraient, le nez piquerait, et le P-38 décrocherait, laissant le Dyna seul dans la stratosphère. Le pilote japonais vérifia son altimètre. Il était à 30 000 pieds. Il était en sécurité. Il inclina doucement son élégant avion argenté vers la gauche, se préparant à prendre une photographie de l'Américain en difficulté. C'était un moment de suprême arrogance, né d'une totale supériorité technique. Mais alors le pilote japonais vit quelque chose qui lui glaça le sang. L'avion américain ne ralentissait pas. Il ne suffoquait pas, il accélérait. Le chasseur à double poutre déchirait l'air raréfié comme un missile, dévorant la différence d'altitude en énormes bouchées voraces. Le pilote du Dyna poussa ses propres manettes des gaz en avant, essayant de fuir, mais le Dyna était un pur sang de course et le P-38 modifié était un dragster dont on avait arraché le limiteur. L'écart se réduisit de 3 km à 1,5 km en quelques secondes. Le pilote japonais réalisa trop tard que les règles du jeu avaient changé. Le prédateur qui le pourchassait depuis des mois avait soudainement poussé des ailes. Maguire sentit les forces G l'écraser dans son siège, tandis que le P-38 griffait son chemin jusqu'à 30 000 pieds. Il était maintenant au même niveau que le Dyna. Il pouvait voir le soleil scintiller sur la verrière japonaise. Il pouvait voir la tête du pilote se tourner frénétiquement. Maguire ne ressentait pas de triomphe. Il ressentait une rage froide et mécanique. C'était la machine qui avait humilié son escadron. C'était la machine qui avait cartographié leurs aérodromes et compté leurs tombes. Il souleva le capuchon de sécurité de l'interrupteur de tir. Le P-38 embarquait 4 mitrailleuses de calibre 50 et un canon de 20 mm dans le nez. C'était une tronçonneuse conçue pour couper les avions en deux. Il aligna le point argenté dans son viseur. Le Dyna tenta de piquer, une manœuvre désespérée pour gagner de la vitesse, mais on ne peut pas piquer pour échapper à un avion qui tombe déjà vers le haut. Maguire pressa la détente. Le nez du Lightning éructa en flammes et en fumée. Le recul ralentit légèrement l'avion. Un lourd frémissement parcourut la cellule. Le flot de balles traçantes et d'obus explosifs s'étendit et toucha le Dyna. Ce ne fut pas un combat aérien, ce fut une suppression. Les obus balayèrent l'emplanture de l'aile japonaise et arrachèrent complètement le moteur tribord de l'aile. Les réservoirs de carburant s'enflammèrent instantanément. Le Dyna se désintégra en un nuage d'aluminium en feu et de fumée noire, dégringolant sans fin vers le sol de la jungle verdoyante. Maguire retira son doigt de la détente. Il prit une bouffée d'oxygène en conserve de son masque. Il vérifia ses cadrans. La température du liquide de refroidissement faisait buter l'aiguille. La pression d'huile fluctuait. Les moteurs hurlaient de protestation, le suppliant de réduire les gaz. Il tendit la main vers les leviers pour relâcher la puissance, pour laisser la bête se refroidir. Mais avant qu'il ne puisse les tirer en arrière, il vit l'ombre. Elle passa furtivement sur sa verrière, une forme sombre se déplaçant rapidement contre le soleil. Il leva les yeux. Le piège s'était refermé. Le Dyna avait été l'appât, très au-dessus, caché dans l'éclat aveuglant du soleil. 5 Mitsubishi, A6M, zéros basculaires, et entamèrent leur piqué. Ils avaient attendu que l'Américain décroche en essayant de rattraper l'avion de reconnaissance. Ils s'attendaient à trouver un P-38 lent et impuissant suspendu dans les airs, une cible facile pour leur canon de 20 mm. Au lieu de cela, ils trouvèrent un P-38 qui se déplaçait à près de 650 km à l'heure et se trouvait déjà à leur altitude. Les chasseurs avaient lancé leur filet, mais la proie avait déjà rongé les cordes. La situation devint instantanément un cauchemar. 5-0 contre un P-38. Dans un combat aérien conventionnel, c'était une condamnation à mort. Le 0 était léger, agile et pouvait tourner sur place. Le P-38 était lourd,
et avaient un large rayon de virage. Si Maguire essayait de tourner avec eux, il les sèmerait comme des frelons. Il se mettrait dans sa queue, il resterait et le déchiquetterait morceau par morceau. La manœuvre classique pour un P-38 dans cette situation était de piquer. Le Lightning était lourd, donc il piquait plus vite que le Zéro léger. La procédure standard était de baisser le nez, foncer vers le sol et prier pour ne pas percuter le terrain. Mais Maguire ne pouvait pas piquer, il était à 30 000 pieds, mais les Zéros piquaient déjà sur lui. S'il basculait le nez maintenant, il ne ferait que présenter une cible massive pour leur canon. Il devait faire quelque chose que les Zéros n'attendaient pas. Il devait faire quelque chose que le manuel disait être impossible. Il devait utiliser le seul avantage que le sergent Miller lui avait donné. Il devait utiliser la verticale. Le Zéro était un maître du virage horizontal, mais son moteur était faible en haute altitude. Il suffoquait. Le P-38, modifié avec ses soupapes de décharge bloquées, crachait du feu. Maguire poussa les manettes des gaz à fond. Il tira le manche dans son ventre. Le gros chasseur ne tourna pas. Il cabra. Il passa à la verticale. Il pointa le nez droit vers le dôme bleu sombre du ciel. Les forces G le frappèrent à nouveau, drainant le sang de sa tête, transformant sa vision en un tunnel de brouillard gris. Il pariait sa vie sur la puissance brute. Il pariait que ces moteurs américains, torturés, maltraités et poussés au-delà de leur point de rupture, pouvaient surpasser en force les légers chasseurs japonais dans une compétition d'ascension. Les pilotes japonais furent stupéfaits. Ils regardèrent le lourd avion américain se cabrer dans une montée verticale qui défiait la gravité. Ils tirèrent sur leurs propres manches, essayant de le suivre vers le haut. Ils voulaient la mise à mort. Ils en avaient faim. Pendant quelques secondes, les Zéros restèrent avec lui, leur légèreté leur permettant de fuser vers le haut. Mais ensuite, la physique de l'atmosphère reprit le dessus. L'air était trop raréfié. Les moteurs japonais, dépourvus des massifs turbocompresseurs du P-38, commencèrent à s'asphyxier. Ils perdirent de la puissance, ils perdirent de la portance, ils commencèrent à osciller. Maguire regarda dans son rétroviseur, il vit les Zéros en dessous de lui, le nez pointé vers le haut, leurs hélices griffant l'air raréfié. Ils étaient suspendus à leurs hélices, perdant de l'énergie à chaque seconde, mais Maguire continuait de grimper. La pression d'admission tenait à 60 pouces. Les moteurs rugissaient comme des hauts fourneaux, il les laissait derrière. Il regarda le Zéro de tête décrochée. Son nez chuta violemment, l'avion frémissant en tombant du ciel. Puis le deuxième décrocha, puis le troisième. Ils étaient à des feuilles impuissantes, flottant dans un courant ascendant qu'ils ne pouvaient maîtriser. C'était le moment, c'était le coup de maître de Maguire. Maguire se trouvait maintenant 2000 pieds au-dessus de la formation ennemie. Il était perché au sommet du monde. Il enfonça le palonnier gauche et poussa la manette des gaz du moteur droit. Le P-38 exécuta un décrochage en renversement, pivotant sur le bout de son aile, le nez tranchant l'horizon vers le bas jusqu'à pointer droit vers la terre. La gravité, qui avait été son ennemi un instant auparavant, était désormais sa meilleure alliée. Il descendait de la montagne et il apportait l'enfer avec lui. Les Zéros étaient dispersés en dessous de lui, essayant de retrouver leur vitesse, leur formation brisée. Ils levèrent les yeux pour voir le monstre bimoteur fondre sur eux depuis le soleil. Le chasseur était devenu le chassé. Maguire sélectionna le Zéro le plus proche. C'était le chef de patrouille, reconnaissable aux bandes jaunes sur le fuselage. Le pilote japonais tenta de virer, mais il était trop lent. Encore en train de récupérer du décrochage. Maguire n'avait pas besoin de tourner, il avait juste besoin de viser. Il laissa la gravité accélérer le P-38 à 720 km/h. La cellule gémit, les commandes se raidirent. Le voyant de température d'huile sur le tableau de bord clignotait en rouge, un avertissement que les moteurs commençaient à fondre de l'intérieur. Maguire ignora le voyant d'alerte. Il ignora l'odeur d'huile brûlée qui envahissait le cockpit. Il se concentra sur le Zéro qui remplissait son pare-brise. Il pressa la détente à nouveau. Les 4 mitrailleuses et le canon martelèrent à l'unisson. Le flot de feu trancha le cockpit du Zéro. L'avion japonais ne brûla pas. Il explosa en confetti. Les ailes se replièrent et le fuselage tomba comme une pierre. Maguire ne le regarda pas tomber.
Il tira le manche en arrière, utilisant sa vitesse massive pour remonter en chandelle, échangeant la vélocité contre l'altitude, fusant de nouveau vers son perchoir avant que les autres zéros ne puissent pointer leurs armes sur lui. Il combattait dans le plan vertical, utilisant une tactique connue sous le nom de piquer et remonter, mais il le faisait avec un moteur qui n'aurait pas dû exister. Il regarda en bas les 4 zéros restants. Il tournait nerveusement en cercle, levant les yeux, terrifié par le monstre qui ne cessait de tomber du soleil. Mais alors que Maguire préparait sa deuxième passe, le moteur gauche eut un hoquet. Ce fut une toux violente et brutale qui secoua l'avion tout entier. Il jeta un coup d'œil au cadran. L'aiguille de pression d'admission gauche oscillait follement. La température des culasses était enfoncée dans le rouge. Les mauvais traitements faisaient leurs effets. Les soupapes de décharge étaient bloquées par du fil de fer, mais le métal commençait à céder. Il avait quelques secondes avant que le moteur ne se grippe complètement. Il était seul, à 6000 mètres d'altitude, avec 4 zéros furieux en dessous de lui et un avion qui commençait à mourir. Il devait faire un choix, rentrer à la base sur un seul moteur ou replonger dans le combat et essayer de les briser avant que sa machine ne le brise lui. Il resserra sa prise sur le manche. Il n'en avait pas encore fini. Les signes d'alerte du moteur gauche n'étaient pas subtils. Ce n'était pas juste une aiguille passant dans le rouge. C'était une protestation physique de la mécanique elle-même. L'Allison V1710 était un moteur à refroidissement liquide, une pièce d'horlogerie suisse délicate comparée au robuste moteur radio à refroidissement par air utilisé par la marine. Il reposait sur un système de plomberie complexe de glycol et d'huile pour empêcher les températures internes de faire fondre les pistons en aluminium. Avec les soupapes de décharge bloquées par du fil de fer, le capitaine Maguire forçait ce moteur à digérer 2 fois la quantité d'air et de carburant qu'il était conçu pour traiter. Les culasses rougeoyaient, les soupapes commençaient à s'étirer comme du caramel. L'huile, qui était censée lubrifier les pièces mobiles, se transformait en une vapeur fine et inutile, incapable de protéger le métal de la friction. Maguire sentit la vibration à travers les semelles de ses bottes. C'était un martèlement rythmique, signe que l'un des 12 cylindres commençait à avoir des ratés. Il se trouvait à 6700 mètres, planant comme un faucon au-dessus des 4 zéros restants. Mais son perchoir s'effritait. Il avait un choix. Il pouvait réduire les gaz, ménager le moteur et rentrer en boitant. Cela signifierait abandonner l'avantage d'altitude et potentiellement laisser les zéros grimper pour le rattraper. Ou il pouvait ignorer le moteur mourant, utiliser la puissance restante pour effectuer une dernière passe dévastatrice et essayer de briser complètement l'escadron ennemi avant que sa propre machine ne rende l'âme. Maguire regarda en bas les chasseurs japonais. Ils tournaient en une formation défensive lâche, attendant qu'ils plongent. Ils ressemblaient à des requins, attendant qu'un nageur s'épuise. Maguire poussa les manettes des gaz en avant, à nouveau. Il choisit la violence. Le P-38 répondit, bien que mollement, du côté gauche. Il mit le gros chasseur sur le dos et tira le nez à travers l'horizon, entrant dans un piqué vertical. Cette fois, il n'utilisait pas seulement la gravité. Il utilisait la pleine puissance de guerre d'urgence du moteur droit pour entraîner l'avion vers le bas. L'indicateur de vitesse grimpa au-delà de 650 km/h. L'air s'écoulant sur les ailes devint une force solide, raidissant les commandes jusqu'à ce que le volant semble pris dans du béton. Il descendait comme un train de marchandises sans frein. Les pilotes japonais le virent arriver. Ils rompirent leur formation, se dispersant dans 4 directions différentes. C'était une tactique défensive standard, connue sous le nom d'éclatement en étoile. L'idée était de forcer l'attaquant à choisir une cible, le laissant exposé aux 3 autres. Mais les zéros avaient l'habitude de combattre des avions qui se déplaçaient à 500 km/h. Ils n'avaient pas l'habitude de combattre un Lightning gonflé qui poussait à 800. Maguire ne poursuivit pas les avions qui se dispersaient. Il les anticipa. Il choisit le zéro qui avait viré à gauche, calculant où il serait dans 3 secondes. Il ne tourna pas pour le suivre. Il ajusta simplement son angle de piqué, anticipant la cible avec une marge énorme. La vitesse de rapprochement était insensée. Le zéro passa d'un point minuscule à un avion grandeur nature en un clin d'œil.
Le pilote japonais réalisa trop tard qu'il ne pouvait pas tourner à l'intérieur du rayon de piqué de l'Américain. Il essaya de cabrer pour boucler par-dessus, mais Maguire était déjà là. Il tira une courte rafale. Les mitrailleuses de calibre 12-7 et le canon de 20 mm convergèrent sur le capot moteur du Zéro. L'impact fut absolu. L'avion japonais ne fit pas que fumer. Il perdit toute sa section avant. Le bloc moteur fut arraché de la cellule par l'énergie cinétique des obus de canon. Le fuselage bascula, un oiseau décapité tombant dans la jungle. Maguire tira le manche en arrière pour sortir du piquet. Les forces G le frappèrent comme un coup de masse, écrasant sa colonne vertébrale contre le fond du siège. Sa vision devint grise, sa vision périphérique se réduisant à un tunnel étroit. Il encaissait 6, peut-être 7 G. Les ailes du P-38 fléchirent, le revêtement en aluminium se plissant sous la contrainte, mais le lourd chasseur tint bon. Il fusa vers le haut, échangeant sa vitesse massive contre de l'altitude, remontant en flèche vers la sécurité du soleil. Il vérifia son rétroviseur. Les 3 Zéros survivants essayèrent de le suivre, le nez pointé vers le haut, leur moteur forçant. Mais ils étaient impuissants. Ils essayaient de poursuivre une fusée avec un cerf-volant. Maguire les laissa des milliers de mètres en dessous, décrochant dans son sillage. Il se stabilisa à 6000 mètres, 2 de moins, 3 restants. Mais la célébration de la victoire fut écourtée par un tremblement catastrophique venant du côté gauche. Le moteur gauche ne toussa pas simplement cette fois. Il eut une montée en régime violente, puis mourut. La jauge de pression d'huile tomba instantanément à 0. La pression d'admission s'effondra. La modification gonflée avait finalement réclamé son prix. La chaleur intense avait fondu un piston, grippant le bloc moteur d'un coup. L'hélice cessa de tourner, se figeant dans le flux d'air, comme un moulin à vent dans un ouragan. La perte soudaine de puissance d'un côté créa une crise aérodynamique mortelle appelée poussée asymétrique. Le moteur droit hurlait encore à pleine puissance, produisant 1600 chevaux. Le moteur gauche était un poids mort, un gigantesque aérofrein tirant l'aile en arrière. Le déséquilibre tenta de retourner le P-38 sur le dos et de le faire vriller vers le sol. Maguire dut réagir plus vite qu'il ne pouvait penser. Il écrasa le palonnier droit de toutes ses forces, luttant contre le couple qui essayait de tordre l'avion hors du ciel. Il saisit la commande de mélange du moteur gauche et la tira sur coupure. Il appuya sur le bouton de mise en drapeau, un mécanisme qui tournait les pales de l'hélice de profil par rapport au vent pour réduire la traînée. L'avion trembla et se stabilisa, mais il était blessé. Il pilotait désormais un chasseur de 9000 kg sur un seul moteur. Dans un P-38 normal, cela aurait été une condamnation à mort en combat. Un Lightning monomoteur était lent, pâteau et incapable de grimper. C'était un appât. Les pilotes japonais en dessous virent la fumée traîner de la nacelle gauche de Maguire. Ils virent l'hélice s'arrêter. Ils savaient ce que cela signifiait. Le monstre était estropié. Ils abandonnèrent leur prudence et fondirent en essaim. Ils poussèrent leur manette des gaz à fond, grimpant agressivement, sentant le sang dans l'eau. Ils pensaient que le combat était terminé. Ils pensaient que l'Américain devrait piquer vers le sol et rentrer en boitant à 300 km/h. Mais ils ne savaient rien de la modification du sergent Miller. Ils ne savaient pas que le moteur droit était aussi trafiqué. Maguire regarda la jauge de pression d'admission du moteur droit. Elle oscillait à 114 cm de mercure. Il savait qu'il lui restait une carte à jouer. Il poussa la manette des gaz droite en avant, cassant le fil de sécurité, poussant le seul moteur survivant au-delà de la ligne rouge. Le turbocompresseur sur la nacelle droite monta en régime, émettant un sifflement aigu qui vibrait à travers le cockpit. La pression d'admission grimpa à 152 cm de mercure. Le moteur unique produisait désormais presque autant de puissance que 2 moteurs normaux. Le P-38 ne se comporta pas comme un estropié. Il bondit en avant. Maguire inclina l'avion vers le Zéro, le plus proche, qui grimpait à sa rencontre. Le pilote japonais s'attendait à une cible lente et pataude. Au lieu de cela, il fit face à un démon borgne qui accélérait encore. Maguire ne fit pas de combat tournoyant. Il n'essaya pas de tourner. Il utilisa la puissance brute et pure du moteur unique, gonflé pour voler en ligne droite à travers la formation ennemie. Il croisa le Zéro de tête face à face, la vitesse de rapprochement si grande qu'aucun des 2 pilotes n'eut le temps de tirer.
Le pilote japonais vira sèchement pour se placer dans la queue de Maguire, s'attendant à surpasser facilement en virage l'Américain endommagé. Mais Maguire ne tourna pas, il fuit. Il garda le nez droit et laissa le moteur modifié dévorer l'air. La vitesse monta, 500, 520, 560. Il distançait les zéros sur un seul moteur. C'était une impossibilité physique selon les manuels de vol des deux nations. Les zéros étaient repoussés à leur vitesse maximale, leur moteur radio rugissant, mais la distance entre Decimato et le P-38 fumant s'agrandissait. Ils le poursuivirent sur 1,5 km, tirant des rafales à longue portée qui tombaient inoffensivement trop court. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils poursuivaient un avion qui traînait une hélice morte, et pourtant ils s'éloignaient d'eux comme s'ils étaient immobiles. Maguire vérifia ses cadrans. La température du moteur droit grimpait dans la zone de danger. Il demandait à un seul bloc de cylindre de faire le travail de deux. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir éternellement. Il devait briser leur morale. Il vit un zéro essayer de couper l'angle, volant sur une trajectoire d'interception diagonale pour se placer devant lui. C'était un mouvement audacieux. Le pilote japonais essayait de lui barrer la route. Maguire attendit que le zéro soit engagé dans le virage, exposant son ventre. Il inclina l'aile droite, juste un léger ajustement. Il n'avait pas besoin de manœuvrer, il avait juste besoin de pointer son nez. Il anticipa le zéro en virage, calculant la déflexion. Il pressa la détente. Le flot de traçante jaillit, frappant le bout d'aile du zéro. La fragile construction japonaise se brisa. Le bout d'aile se replia, envoyant le zéro dans un tonneau incontrôlable. Il n'explosa pas, mais il était hors de combat, spiralant vers la canopée de la jungle. Ce fut le point de rupture. Les deux zéros restants virent leur chef d'escadron mort, leur ailier en vrille vers le bas, et l'avion américain, estropié, disparaître dans la brume à 580 km/h. Ils réalisèrent qu'ils combattaient quelque chose de surnaturel. Ils rompirent la poursuite. Ils firent demi-tour vers leur base, laissant le ciel au lightning fumant et meurtri. Maguire les regarda rapetisser dans son miroir. Il réduisit les gaz du moteur droit, ramenant la pression du niveau suicidaire de 152 cm à un niveau gérable de 102. Le moteur tournait de façon irrégulière, tremblant et surchauffant, ayant fondu ses propres bougies d'allumage, mais il tournait encore. Maguire était seul dans le ciel. Le silence dans le cockpit était pesant, rompu seulement par le bourdonnement du moteur unique et le souffle du vent. Il était à 160 km de chez lui. Il avait un moteur mort et un autre probablement détruit de l'intérieur. Il perdait de l'altitude, échangeant de la hauteur contre de la distance, planant vers la chaîne de montagnes qui le séparait de Marilyn. Il scruta les instruments. La pression hydraulique faiblissait. Le système électrique clignotait. L'avion mourait autour de lui, mais il avait fait son travail. Il avait défié le manuel, défié l'ennemi et défié les lois de la physique assez longtemps pour vaincre. Il franchit la chaîne Owen Stanley, les pics déchiquetés se dressant pour lui racler le ventre. Il pouvait voir la piste d'atterrissage au loin, une cicatrice brune dans la jungle verte. Il appuya sur la radio, sa voix plate et épuisée. Il appela la tour et déclara une urgence. Il leur dit qu'il arrivait sur un seul moteur, sans hydraulique, avec un avion assez chaud pour faire cuire un œuf sur l'aile. La tour dégagea la piste. Les camions de pompiers sortirent. Maguire sortit le train d'atterrissage. Il dut utiliser la pompe manuelle de secours, actionnant un levier dans le cockpit pour forcer les roues à descendre, car la pompe hydraulique du moteur gauche mort n'existait plus. Le train se verrouilla en place avec un choc sourd. Il s'aligna sur la piste. Il ne pouvait pas se permettre de remettre les gaz. Il n'avait qu'une seule chance. Il coupa la puissance du moteur droit et laissa le lourd chasseur se poser. Il toucha la terre durement, rebondissant une fois, puis se posant sur les roues. Il écrasa les freins, luttant contre la traction vers la gauche, maintenant l'avion sur la piste par pure mémoire musculaire. Le P-38 s'immobilisa au bout de la piste, de la vapeur s'échappant du capot droit, de l'huile dégoulinant du gauche. Il ressemblait à une épave. La peinture était cloquée, les ouvertures des canons étaient noircies, mais il reposait sur ses propres roues. Maguire ouvrit la verrière et resta assis là un moment, écoutant les sons du métal qui refroidissait. Il prit une profonde inspiration de l'air humide et fétide de la jungle.
Il avait meilleur goût que n'importe quel champagne qu'il eût jamais savouré. Il détacha son harnais et descendit sur l'aile. Le sergent Miller était déjà là. Il avait couru depuis l'alvéole, suivi par le reste de l'équipe au sol. Le silence sur la ligne de vol était plus pesant que l'air humide de la jungle. Miller ne demanda pas si le système avait fonctionné. Il alla directement au moteur droit, celui qui avait ramené l'avion à la maison. Il ouvrit les attaches rapides du capot et souleva le panneau. Un nuage de fumée bleuâtre s'échappa, sentant l'huile brûler et le caoutchouc fondu. Miller regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit aurait fait pleurer un ingénieur d'usine. Le bloc moteur était essentiellement fusionné en un seul bloc de métal inutile. Les fils de bougeots d'allumage avaient nain fondu dans les couvre-culasses. Le carter du turbocompresseur rougeoyait d'un rouge cerise terne et menaçant. Ce n'était plus un moteur, c'était un presse-papier. Miller retira sa tête et regarda son pilote, vivant et debout sur l'aile. Il essuya une tache de graisse sur son visage avec un chiffon, un sourire perçant à travers la crasse. Il pointa du doigt l'amas de métal ruiné et demanda si le capitaine avait des réclamations concernant la mise au point. Maguire regarda le mécanicien qui lui avait sauvé la vie avec une clé et un bout de fil de fer. Il secoua la tête. Il dit à Miller que le seul problème était qu'il avait manqué de zéro avant de manquer de chevaux. Le silence sur la ligne de vol du terrain d'aviation de Marilyn était plus pesant que l'air humide de la jungle. Le capitaine Thomas Maguire était assis sur l'aile de son P-38 fumant, sa combinaison de vol trempée de sueur, ses mains tremblant de façon incontrôlable, tandis que l'adrénaline quittait son organisme. L'avion qui refroidissait sous lui ressemblait moins à une machine qu'à un animal mourant. La chaleur irradiante des deux moteurs Allison était assez intense pour déformer l'air au-dessus des ailes, miroitant en vagues comme une route de désert. Une foule s'était rassemblée. Ce n'était pas seulement l'équipe au sol, c'étaient les Stokely, les autres pilotes, les armuriers et les officiers de renseignement qui avaient vu le chasseur estropié rentrer en boitant sur un seul moteur. Ils fixèrent l'avion avec un mélange de stupeur et d'horreur. Il avait l'air d'avoir traversé un haut fourneau, la peinture sur les capots était cloquée et s'écaillait. Le revêtement métallique était décoloré, virant à un gris bleuâtre maladif sous des températures que l'aluminium n'était jamais censé supporter. Le sergent-chef Miller fut le premier à toucher la machine. Il ne demanda pas à Maguire s'il allait bien. Il alla directement au moteur droit, celui qui avait ramené l'avion à la maison. Il ouvrit les attaches rapides du capot et souleva le panneau. Un nuage de fumée bleue âcre s'échappa, sentant l'huile brûler et le caoutchouc fondu. Miller regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit aurait fait pleurer un ingénieur d'usine. Le bloc moteur était essentiellement fusionné en un seul bloc de métal inutile. Les fils de bougies d'allumage avaient défondu dans les couvre-culasses. Le carter du turbocompresseur rougeoyait d'un rouge cerise, terne et menaçant. Ce n'était plus un moteur, c'était un presse-papier. Miller retira sa tête et regarda Maguire. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui venait de regarder son cheval de course favori courir jusqu'à l'épuisement avant de s'effondrer à la ligne d'arrivée. Il s'essuya les mains avec un chiffon et hocha la tête. La machine avait fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Elle avait tout donné, mais le général commandant l'escadre de chasse de la 5e force aérienne ne partageait pas ce sentiment. Il arriva en jeep 5 minutes plus tard, fonçant sur les plaques d'acier perforées de la piste. Il sauta avant que le véhicule ne s'arrête, et c'était un homme qui vivait par la logistique et les tableaux d'approvisionnement. Pour lui, un P-38 était un actif de $100 000 appartenant aux contribuables américains. Il vit un avion qui avait été volontairement détruit. Il vit des moteurs qui avaient été maltraités au-delà de la négligence. Il marcha jusqu'à l'aile, le visage cramoisi de rage, exigeant de savoir pourquoi son appareil avait été transformé en ferraille. Il accusa Maguire d'imprudence, il accusa le chef mécanicien d'incompétence. Il pointa du doigt les moteurs ruinés et hurla que c'était un délit passible de la cour martiale. Maguire ne discuta pas. Il n'essaya pas d'expliquer la thermodynamique du combat en haute altitude ou le désespoir d'être attaqué par 5-0. Il descendit simplement de l'aile et se dirigea vers le nez de l'appareil. Il ouvrit le panneau de la soute à armement et sortit la cassette de la caméra de tir.
C'était le témoin silencieux. Chaque fois que les mitrailleuses tiraient, une petite caméra dans le nez enregistrait exactement ce que le pilote voyait. Maguire tendit le boîtier de film à l'officier de renseignement et lui dit de le développer immédiatement. Il dit au général que l'explication des moteurs ruinés se trouvait sur ce film. Il dit qu'il accepterait la cour martiale si le film ne justifiait pas le coup. 1 heure plus tard, la tente de commandement était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lumière vacillante d'un projecteur. Le général était assis au premier rang, les bras croisés, attendant de voir un désastre. Le film commença à défiler. C'étaient des images granuleuses en noir et blanc, tremblant avec les vibrations de l'avion. La première séquence montrait le Dyna argenté. Ce n'était pas un point dans le lointain, il était énorme, remplissant le cadre. Le général se pencha en avant. Il connaissait le Dyna, il savait qu'il volait à 9000 mètres, il savait que les avions américains ne pouvaient pas le rattraper. Et pourtant il était là, posé dans le réticule. Les traçantes jaillirent et l'avion de reconnaissance japonais se désintégra. La salle était silencieuse. Le général connaissait la physique. Il savait que pour qu'un P-38 rattrape un Dyna, il devait voler vite, dangereusement vite. Puis vinrent les zéros. Le film sauta quand la caméra s'arrêta et redémarra. La séquence suivante montrait le ciel tournoyant tandis que Maguire passait à la verticale. Elle montrait l'horizon basculant à 90 degrés. Et puis elle montrait les zéros non pas en train de piquer sur l'Américain, mais en train de décrocher en dessous de lui. Il montrait le P-38 basculant par-dessus le sommet et replongeant vers le bas. Il montrait le premier zéro explosant en confetti. Il montrait le second zéro tournoyant vers la jungle. Il montrait une démonstration de domination aérienne qui n'aurait pas dû être possible. Le P-38 à l'écran se déplaçait comme une fusée. Il grimpait comme un intercepteur et piquait comme un coffre-fort. Il faisait des choses que le manuel disait mortelles pour le pilote. Quand le film claqua en arrivant à la fin, les lumières se rallumèrent. Le général resta assis là pendant un long moment. Il regarda l'écran, puis il regarda Maguire. Il comprit que l'équation avait changé. Il pouvait commander un nouveau moteur à l'usine de Détroit pour 10 000 $. Il pouvait le faire expédier en Nouvelle-Guinée en 1 semaine, mais il ne pouvait pas fabriquer un pilote comme Maguire dans une usine. Il ne pouvait pas acheter une victoire comme celle-là pour quelque somme que ce soit. La destruction du Dyna signifiait que les Japonais ne pourraient pas cartographier leurs mouvements le lendemain. La destruction des zéros signifiait que 5 pilotes ennemis ne reviendraient pas tuer des Américains. Le coup de 2 moteurs Allison était une aubaine. Le général se leva. Il jeta le rapport recommandant une cour martiale dans la poubelle. Il dit à Miller de faire installer 2 moteurs neufs avant le matin. Et puis il dit à Maguire d'aller dormir un peu parce qu'il attendait de lui qu'il recommence le lendemain. La modification Hot Rod ne resta pas un secret. L'histoire de l'interception se répandit à travers le théâtre du Pacifique comme une traînée de poudre. Chaque mécanicien de P-38, de la Nouvelle-Guinée aux Philippines, commença à regarder ses soupapes de décharge avec une paire de pinces à la main. Le manuel ne changea pas officiellement. L'armée de l'air évoluait trop lentement pour cela. Mais le règlement non écrit changea du jour au lendemain. Les pilotes apprirent que la ligne rouge n'était pas un mur. C'était une clôture. Ils apprirent qu'en cas d'urgence, ils pouvaient pousser la machine au-delà de ses limites et survivre. La modification Miller devint une légende dans les hangars. Il devint pratique courante pour les meilleurs as de régler leur moteur pour une violence maximale, sachant qu'ils pourraient les griller en 1 semaine, mais qu'ils survivraient cette semaine-là. Le capitaine Thomas Maguire devint l'un des plus grands as de l'histoire américaine. Il termina la guerre avec 38 victoires confirmées, juste derrière Richard Bong. Il pilota le P-38 jusqu'à la toute fin. Il mourut en janvier 1945, non pas à cause d'une panne moteur, mais parce qu'il fit décrocher son avion à basse altitude en essayant de sauver un ailier. Il mourut en combattant. Mais son héritage n'était pas seulement le score au tableau, son héritage était l'attitude. Il prouva que la machine n'est capable qu'à la mesure de la volonté de l'homme qui la commande. Il montra que les règles sont écrites pour le jour ordinaire, pas pour le jour désespéré. Nous racontons cette histoire parce qu'elle nous rappelle que l'innovation ne vient pas toujours d'un laboratoire. Parfois, elle vient d'une piste d'atterrissage boueuse au milieu d'une jungle. Elle vient du désespoir. Elle vient d'un mécanicien qui regarde une machine parfaite et décide qu'il peut la rendre meilleure en la cassant.
Les ingénieurs construisirent le P-38 pour durer, les soldats le modifièrent pour vaincre. Il y a une différence profonde entre les deux, l'un concerne la préservation, l'autre concerne la survie. Alors la prochaine fois qu'on vous dit que quelque chose est impossible, ou que vous poussez trop fort, ou que vous allez casser le système, souvenez-vous de la vue depuis 9000 mètres. Souvenez-vous du DINA argenté et des 5 zéros. Souvenez-vous de la jauge de pression d'admission enfoncée dans le rouge. Souvenez-vous que parfois la seule façon d'attraper l'insaisissable est de câbler la soupape de sécurité en position fermée et de laisser le moteur hurler. Vous pourriez casser la machine, vous pourriez faire fondre les pistons, mais vous gagnerez le combat. Et au bout du compte, la victoire est la seule chose qui ne rouille pas. Si cette histoire a fait rugir vos moteurs, si vous avez pu sentir l'huile brûler et ressentir les vibrations dans le cockpit, faites-nous une immense faveur et appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à trouver plus de gens qui apprécient la mécanique de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une plongée en profondeur dans les histoires oubliées de la guerre. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel est l'exemple le plus extrême de modification de terrain dont vous ayez jamais entendu parler. Nous lisons chaque commentaire. Nous voulons savoir quelles histoires vous voulez entendre ensuite. Merci d'avoir regardé, merci de soutenir la chaîne et nous nous retrouverons dans le prochain